Pascal Quignard, bonjour. Midori Gawa, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Arnaud Lémé, je suis vice-président de l'université. J'ai l'honneur de prononcer les premiers mots pour vous accueillir et puis pour vous présenter le sens, un des nombreux sens que nous pouvons mettre dans votre présence ici aujourd'hui. Alors c'est un honneur et comme tout honneur, ça s'accompagne d'un peu d'effroi, plutôt. Et face à l'effroi, il a fallu trouver une tutelle. J'en ai trouvé deux, une bien connue et puis une autre totalement inconnue. La première, ce pourrait être Janus, bien connu, Bifrons, celui qui regarde devant et derrière, tout à la fois. Peut-être une imago de votre œuvre qui fait dialoguer effectivement des époques si différentes les unes des autres, des cultures, mais également aussi, et on va le voir aujourd'hui, je m'en réjouis, des espaces à travers l'histoire. Janus qui est aussi le lieu qui permet d'ouvrir quelque chose et qui permet de constituer cet espace de la rencontre et qui fait de nos vies un seuil perpétué où le dialogue peut s'ouvrir et se mener. Donc un honneur et une présence qui fait sens pour chacun d'entre nous, pour nous plus particulièrement, pour l'université, au fait que, comme Janus, que l'on trouve parfois dans les carrefours, notre université est un carrefour de culture. L'Assemblée ce matin en témoigne, s'il était nécessaire, mais 140 nationalités présentes ici, des étudiants qui arrivent des quatre coins du monde, une richesse extraordinaire, donc un sens à vous voir pour discuter de tout ceci, mais aussi une université qui est ouverte comme votre œuvre aux 1001 échos de l'actualité à travers ce dialogue. Peut-être en passant dans le hall de l'université, vous avez pu remarquer, ou vous remarquerez en passant, si jamais vous y passez, une exposition sur l'Ukraine. C'est la deuxième, après une journée qui a eu lieu ici. J'ai pu vous entendre très récemment parler de ces affres que connaît notre monde actuel. On se rappelle que le temple de Janus gardait ses portes ouvertes à Rome en période de guerre pour soutenir ceux qui étaient pris là-bas, au loin, dans les affres. Votre œuvre, si on la compare à un Janus, garde ses portes ouvertes, mais pour de toute autre raison. Comme nous souhaitons, nous aussi, les maintenir ouvertes, ces portes, pour accueillir et faciliter le dialogue. Sens d'autant plus dans cette université que, grâce à Jean-Nicolas Ilouz et à l'équipe de recherche Fablit, vous êtes là aujourd'hui, une équipe qui a fait sienne ce très beau syntagme d'archéologie du contemporain, pour travailler sur les œuvres, non pas sur leur transmission, mais plutôt sur leur circulation, et traiter le contemporain comme des archéologues, ce que vous faites aussi à votre manière. Et puis bien évidemment dans cette bibliothèque, voilà, que le lettré que vous êtes appréciera et que nous appelons chez nous bâtiment pont, parce qu'il fait le lien entre les deux parties du campus que vous voyez de chacun des côtés des fenêtres, pratiquement. Et voilà. Alors, votre présence est un symbole, mais en fait peut-être surtout pas, finalement quand même, un symbole. Parce que en venant ici, vous n'avez nul besoin de produire quoi que ce soit pour vous faire reconnaître, c'est une évidence. Ces murs, vous ne les connaissez pas, mais dans votre biographie, on voit une mention récurrente, très laconique, qui est que vous avez donné des cours à l'université de Vincennes de 1972 à 1974. Vous confirmez ? Littérature grecque, littérature latine, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Les années 70 à Paris 8 sont connues pour des tas de choses, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais la présence du latin, du grec,
les cultures classiques. Seriez-vous la clé, Pascal Quignard, d'une supposée anomalie de Paris 8, de la présence des lettres classiques? Parfois, on peut se demander, à y regarder au sein de l'équipe, je vois quantité de personnes qui sont là et qui avancent à visage découvert ou non, mais qui ont ce parcours et qui ont marché dans vos pas. Alors, pour nous faire reconnaître nous, par contre, quel symbolone vous offrir? Et c'est là qu'arrive la deuxième tutelle, et la dernière, totalement inconnue. Il s'agit d'un extrait de poème. Vous avez, est-ce toujours vrai, composé un seul poème en latin, Inter laelias fagos. J'ai eu la chance de voir la présentation de la septuple traduction qui en a été faite il y a déjà quelques années. Et donc, que vous offrir? Eh bien, essayez de trouver un de ces inconnus qui parfois peuplent vos romans, qui nourrissent l'imaginaire, et qui est de cette période de transition folle, de passage fou, de dialogue permanent de la Renaissance. Un contemporain des maîtres de la Pléiade, un de ces maîtres alexandrins qui pratiquaient beaucoup à Paris au début du XVIe siècle, et qui livre ici un Genethliakon qui permet de poser la voix poétique dans son avènement. Cet inconnu total s'appelle Nicolas Petit. Il a professé au collège de Montaigu dans les années 1510-1520 et il s'est retrouvé ensuite à la table d'un certain Rabelais. Mais il a surtout chanté son poète Arion. Et il en dit ceci. Il était éloquent, ton illustre prêtre, l'honneur des muses et la gloire du Montparnasse, digne certes d'une plus grande lyre que la mienne, réclamant le plectre aonien. Si le poète Jette avait dû traiter dans ses vers ce sujet, les dons dorés de la marâtre parjure, les simples égades, tourmentés par le flot incertain, et le pain coupé sur le sommet du Tomar, il ne les aurait point chantés. Et la vaillance de la droite thespienne fût restée inconnue. La veine cyrénéenne aurait pu produire cet éloge, selon ses rythmes changeants, ainsi que la lyre dorée de Philétas de Cos. L'illustre Pindare eût délaissé ses hymnes en l'honneur des dieux. Pindare à qui une douce gorgée de nectar attique fut apportée en heureux présage d'un chant hors du commun, par la vierge ailée qui bourdonne au pied du mont Sicilien. Il n'eût jamais acquitté au fils de Sisyphe, Ulysse, les récompenses dues, celui qui prodigua aux poètes qui le suivraient leurs sources communes, lui, le poète élevé par le maître habituel d'Étiase et du bois sacré d'Aonie, l'habitant de la forêt aux riches frondaisons. Arion, la lyre d'Atax, la muse hors du commun de Philamon, le vieillard d'Ascra, la veine de l'élégante Corinne, et celui qui célèbre dans un ample chant Thèbes la belliqueuse. Oui, Arion, la troupe de Phébus, possédée du dieu, les cheveux parés de bandelettes, les tempes saintes du laurier du Permès, tous auraient rêvé de le célébrer, cet homme illustre que réchauffa avec empressement Calliope quand elle l'eut reçu en son giron caressant. Et à ses premiers vagissements, la nature s'apaise, le poème advient, et la parole vous est. Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, non, je suis venu une fois à l'Université de Saint-Denis, à un cours que donnait, Mireille Kalgruber, où elle m'a présenté une étudiante japonaise qui s'appelait Madame Ogawa Midori. Mais c'est la seconde fois maintenant que j'y viens, pour les saluer de nouveau, et maintenant c'est fini, on s'en va. Mais merci beaucoup de ces cadeaux. En effet, la Rome antique, il y avait, avant même qu'elle se nomme Rome, il y avait au haut de la colline ce temple à deux visages. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Midori. Bonjour Pascal Quignard, Nicolas, Fablit, Nancy. Merci de nous offrir la possibilité de ce dialogue entre Pascal Quignard et Midori. Donc Midori Okawa est professeur à l'université de Tsukuba. Vous avez une longue histoire à Paris 8, puisque c'est la troisième fois, je crois, que nous vous accueillons comme professeur invité dans le cadre de notre programme de professeurs invités, avec cette année des étudiants japonais que vous avez amenés avec vous. Et effectivement, Paris 8 accueille tous les ans, depuis plusieurs années,
des étudiants japonais, mais nous envoyons aussi chaque année à la fois à Tsukuba, mais également à Kyoto et à Tokyo, des étudiants étrangers, des étudiants français qui s'en vont au Japon. Donc bienvenue aussi aux étudiants et bienvenue à tous nos amis japonais qui sont là aujourd'hui à Paris 8. Et puis, je voudrais vous saluer, Pascal Quignard. Je suis par ailleurs, donc je suis vice-présidente des relations internationales à Paris 8, mais je suis aussi linguiste. Et donc, je vous ai rencontré la première fois en tant qu'étudiante en lettres il y a très très longtemps, dans les escaliers de Chamboret, le salon du Württemberg. Mais je voudrais vous dire à quel point j'ai été touchée en tant que linguiste par votre roman Les larmes et par la manière dont vous évoquez le murmure de la langue émergente. Je ne sais pas s'il fallait entendre l'écho de Charles Bruno, mais en tout cas, ce bruissement de la langue, comme dirait Barthes, m'a profondément touchée. Jamais je n'avais entendu parler des sermons de Strasbourg de cette manière, et je le donne donc à lire maintenant à mes étudiants, pour qui ce texte est souvent plutôt rébarbatif, ou du moins bizarre, incongru, mystérieux. Voilà, vous en avez donné tout le mystère, toute la poésie et aussi toute la magie. Voilà, merci beaucoup pour ce texte, parmi tous les autres. Voilà, donc bienvenue à tous. Merci à Jean-Nicolas et à Fablit et également à nos amis de la bibliothèque universitaire d'accueillir une fois de plus une rencontre de cette qualité. Et je pense que ça doit vraiment être salué et j'espère que tout le monde en mesure la rareté et aussi la chance que nous avons de recevoir aujourd'hui Midori et Pascal dans cette rencontre. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Midori Ogawa. Et je voudrais d'abord remercier, et bien évidemment, Paris 8 et la présidence et la bibliothèque qui nous ont permis de nous réunir dans ce beau cadre, et ainsi que les relations internationales, puisque ma présence doit en partie à la convention entre Paris 8 et Tsukuba. D'ailleurs, je salue au passage Thomas Brisson, qui est mon monologue, et mes étudiants de Tsukuba qui sont ici présents. Et puis, je voudrais remercier aussi l'unité de recherche Fabrique de littéraire qui m'a invitée, et notamment le professeur Jean-Nicolas Illouz, qui s'est donné beaucoup pour réaliser cet entretien. Alors, je remercie ceux qui sont présents aujourd'hui dans cette salle et puis dans la coupole aussi, qui nous écoutent à distance et en ligne également. Et bien évidemment, Pascal Quignard, je suis désolée parce que tu as dû faire beaucoup de tours pour chercher la rentrée de Paris 8. Donc, on s'excuse de ce léger retard. Et en fait, je suis très heureuse de parler aujourd'hui avec toi du Japon. C'était un peu mon rêve. Et c'est un sujet qui n'est pas habituel, puisque, comment dire, d'habitude, tu as ton image plutôt amoureuse des antiquités gréco-latines et de l'époque baroque, classique français. Pourtant, si je dressais la liste des écrivains et des œuvres japonais cités dans ton œuvre, la liste serait très longue. La présence du Japon est à la fois constante et discrète et presque secrète. Voilà ce que j'appellerais le mystère Japon. Donc j'aimerais bien éclairer un petit peu aujourd'hui avec toi donc ton rapport avec le Japon. Oui. Si. Non, avant qu'on fasse des choses sérieuses, non, je voudrais dire que je suis lié d'amitié, d'une longue amitié avec Midori Ogawa, et qui va jusqu'au... Je l'ai connu à Kyoto, je l'ai connu à Nagasaki, je l'ai connu à Tokyo, dans les îles Goto aussi, avec Yoshi, qui est là, que je salue. Non, donc c'est une très longue amitié. Midori a aussi traduit des livres de moi. Et
Il m'est arrivé une fois de faire... Je publie beaucoup trop, donc parfois je fais des livres à l'étranger sans qu'ils paraissent en France immédiatement. Et je l'ai fait une fois pour un livre qui s'appelait La frontière au Portugal. Et il y a un livre qui est paru il y a 1 an, il y a 2 ans, que nous avons écrit ensemble, qui est un très beau livre, mais qui n'est pas paru en français, qui est paru en japonais, qui s'appelle Le Havre Nagasaki. Et je rappellerai juste, puis après tu parleras et tu feras ce que tu dois faire, mais je rappellerai juste ça parce que ça a un sens. Si vous voulez, j'ai vécu enfant dans une ville bombardée par l'aviation anglo-américaine, entièrement détruite, qui s'appelait Le Havre. Et est arrivé un moment dans l'actualité où il y a eu ce malheur dû en grande partie à cette usine TEPCO qui a fait que le tsunami a envahi comme ça, il a tué un grand nombre de personnes au Japon. À cette occasion, je me suis souvenu que le Havre, puisque je suis un petit Havrais, avait un rite ancien au XVIe siècle, parce que une vingtaine d'années après que François Ier ait conçu d'inventer un port sur le bord de la Manche face à l'Angleterre pour en faire un arsenal de guerre, qu'il a appelé le Havre de Grâce, une énorme vague, a englouti la première ville construite par François Ier. À partir de ce moment-là, je ne suis pas trop long, ça explique l'atmosphère. À partir de ce moment-là, un rite a eu lieu dans l'église reconstruite du Havre, selon laquelle on appelait le rite de la Malmarée, mais mal au sens malheureux, au sens de la marée malheureuse, la Malmarée, qui faisait que, en souvenir chaque année, en souvenir de cette vague immense, on se mettait debout sur la chaise au milieu de l'église, chaque personne, et on laissait passer les morts et s'écouler l'eau de la Malmarée à ses pieds. Édouard Philippe, le maire du Havre, avait accepté que je reconstitue la Malmarée, et Midori Ogawa et Madame Akata Kaoru et tout le monde, très curieusement, avec l'autorisation du curé, bien sûr, de la cathédrale du Havre, au cours d'un concert qu'on avait fait avec Madame Akata, à 2 pianos, on est montés tous sur nos chaises, c'était assez bon. À la suite de quoi, on s'est dit qu'on allait faire le pendant au Japon, hein, c'est ça, et qu'on le ferait pour mon jubilé, pour dire mes 50 ans d'édition et mes 70 ans d'âge à l'époque, et qu'on le ferait. Je ne pouvais pas prendre Hiroshima parce que, Marguerite me l'avait confisqué à jamais, et de ce fait, on l'a fait à Nagasaki, et c'était très émouvant. On a fait l'autre pendant. Vous voyez l'arrière-fond de guerre et de vie que nous menons ensemble, Midori et moi. Et c'est juste pour donner ce climat avant de répondre à tes questions. Vas-y. Merci Pascal. Donc en fait, on a une amitié très longue et j'en suis très heureuse. Et en fait, on s'est convenu ensemble que ne préparerons pas notre entretien parce que Pascal voulait être plus, spontané. Mais moi, par contre, j'ai beaucoup de trac. Et le français n'est pas ma langue maternelle, donc j'ai dû préparer plein de notes. Mais je me suis quand même limitée à 4 questions, gros. 4, bon, tu verras. Mais je crois que par rapport à ce que tu viens de parler, en fait, il n'y a pas tellement d'ordre dans ces questions. Là, il y a deux écrivains et puis voilà 2 notions. Mais par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce que tu viens de dire, j'aimerais bien passer à la 3e. Je commence par la 3e question. Ouais. De toute façon, c'est égal. Voilà, tu ne le savais pas. Mais en fait, c'est sur Tanizaki Junichiro. Voilà. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint. Et je crois qu'il faut passer parce que je change d'ordre. Et j'ai mis un peu son portrait. Est-ce que Jean-Nicolas peut... Sinon, je peux... Voilà.
Voilà, le programme d'aujourd'hui est très riche, mais je ne sais pas si on a le temps de te finir. Mais de toute façon, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, alors je commence par Tanizaki. Est-ce que ça va? Bon, alors, donc voilà, Tanizaki Junichiro, c'est un écrivain japonais que tu cites beaucoup dans ton ouvrage. Et à ma connaissance, Tanizaki est l'un des rares écrivains japonais de l'époque moderne que tu mentionnes explicitement dans ton œuvre. Ben, tu me diras si je me trompe. Hein. Et c'est un peu étonnant vu le goût de lecteurs français qui citent plutôt, à ma connaissance, Mishima et Kawabata, qui sont plus connus en France. Donc, voilà, je parle de Tanizaki. Son nom apparaît, et notamment à plusieurs reprises, dans la série Dernier Royaume. Et pour voir un peu comment il est mentionné, je vous donne un exemple. Je lis le passage, mais pour ceux qui ne voient pas le PowerPoint, je lis le passage, je peux. Ouais. Alors, dans l'univers nationaliste et fasciste du Japon d'avant-guerre, Tanizaki voit le rôle de l'écrivain à la rupture sociale et à la conquête de l'individualisation de la pulsion. En 1928, le Goût des orties montre une femme traditionnelle qui cesse d'être la marionnette de la tradition, de la maternité, de la reproduction collective. Il faut ajouter, la libération est la seule valeur qu'il faut bien opposer à la liberté, qui n'est qu'un article de foi irréalisable. Il faut se méfier des hommes qui croient à la liberté et à leur liberté. Ils ne sont pas libres. Bon, fin de citation. C'était la citation des paradisiaques. Sur ce, j'ajouterai quelques éléments bibliographiques de Tanizaki. Le Goût des orties, que cite donc ici Pascal Toi, est publié en 1928. L'un de ses chefs-d'œuvre, L'éloge de l'ombre, paru en 1939, l'année où éclate la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, Tanizaki se plonge dans la traduction moderne de Dido Genji, Genji Monogatari, roman fleuve et contemporain de Seisho Nagon, un retrait complet de la situation politique de l'époque. Puis, il publie un autre chef-d'œuvre, cette fois le roman intitulé « Quatre sœurs » entre 1943 et 1949. Le roman qui retrace la vie traditionnelle et insouciante des quatre sœurs issues d'une bonne famille de Kyoto a été interdite en Brante par le gouvernement militaire de l'époque. Alors, je voudrais d'abord demander à toi, qui est Tanizaki Junichiro pour toi? Oh là là là. D'abord, une fois, je ne sais pas si tu te souviens, j'arrivais de l'aéroport de Tokyo et un monsieur un japonais est venu m'offrir un merveilleux cadeau, un texte de la main de Tanizaki. C'est pas grave, ça fait du bien, ça fait un peu d'émotion, de musique et d'émotion dans la. Et ça m'avait beaucoup touché. On est allé ensuite boire du vin excellent, de Bourgogne d'ailleurs, entouré de magnifiques geishas. Mais bon, ça veut dire, je veux dire par là simplement que les Japonais voient le lien qu'il y a entre Tanizaki et moi pour m'offrir un texte de lui, de la main de Tanizaki, dans une boîte aussi peinte par Tanizaki. Je garde précieusement ce Tanizaki. D'autre part, revenons à Vincennes. Il n'y avait pas que moi qui enseignais à Vincennes, il y avait aussi Jacques Lacan, par exemple. Il y a un trait dans la vie de Jacques Lacan et de Tanizaki, ou plutôt entre Bataille et Tanizaki, qui est extrêmement semblable. Soudain, comment dire, Georges Bataille a cédé son épouse, la grande comédienne Sylvia Bataille, à Jacques Lacan. Et dans la vie de Tanizaki, de la même façon, Tanizaki a cédé à son meilleur ami, son épouse,
ce qui est extraordinairement étrange. Je ne parle pas là, je ne tiens pas des propos du tout féministes ni antiféministes, c'est leur vie à l'un et à l'autre. C'est très étrange, en effet, cette similitude. Ce sont des œuvres, en effet, censurées, érotiques, violentes, et qui mêlent le passé et le présent, pour reprendre l'image de Janus dont on a pris ensuite. Et alors là, je repasse directement sur ce qui compte pour moi le plus dans Tanizaki, dans le monde japonais, qui est le premier des livres du Japon. Alors, je ne vais pas savoir prononcer Konjaku. Konjaku. Vous avez entendu? Ce qui veut dire maintenant passé. Maintenant c'est passé. Nous nous disons il était une fois. Et le japonais, ce premier texte du Japon dit maintenant c'est passé. Et ce court-circuit entre le maintenant et le passé est le lieu des anecdotes, dans le cas précis de Konjaku, les plus brutales, les plus érotiques, les plus étranges. Et dans le fond, c'est toujours ce que j'ai recherché depuis que j'ai découvert, pour moi, le plus grand livre qui soit, qui est le Chuang-Tzu en Chine. Et bien sûr, comment dire, dans chaque civilisation, à Rome, ces moments de crudité, d'anecdotes cruelles et de crudité, et de vérité. Lorsque, comment dire, le symbolique se fissure et que la sauvagerie revient, voilà ce qu'il y a. C'est ça l'arrière-fond profond. Et il a traduit, comme moi aussi, Tanizaki, comment dire, les anciens. Mais pas qu'une seule fois. Le Murasaki Shikibu l'a traduit plusieurs fois, n'arrêtant pas de mêler comme ça le passé et le récent. Voilà le lien profond qu'il y a entre Tanizaki et ma tête. Bon, je suis contente que tu parles de Konjaku parce que c'était ma 4e question. Mais avant, peut-être je peux encore rester avec toi, Tanizaki, un petit peu plus. Peut-être parler de l'ombre, des ombres. Ah, est-ce que c'est possible? En fait, Tanizaki vécut et vit le tournant de l'histoire quand même, où le Japon a tourné le dos. Au nom de la modernité, à tout ce qui était propre et du vernaculaire. Et ainsi, tenter d'entrer en compétition avec des pays européens par la pire des voies, c'est-à-dire par la guerre. Donc, il me semble que tu cites aussi Tanizaki dans ce sens-là, dans l'arrière-fond de la guerre et de la violence humaine. C'est pour ça que peut-être tu as cité, parce qu'en fait, tu as écrit donc, une série immense qui progresse même maintenant, qui s'appelle Le Dernier Royaume, et dont le premier tome de Dernier Royaume, tu cites Tanizaki. Et je pense que c'est quand même très important, peut-être pour toi, comme référence, à côté de, par exemple, François Couperin, à qui tu empruntes le titre du premier tome de Dernier Royaume, c'est-à-dire Les ombres errantes. D'ailleurs, j'emprunte aussi aujourd'hui pour l'intitulé de cet entretien. Donc j'aimerais bien, c'est vrai qu'il y a de l'ombre comme luminosité, la diminution de luminosité, et il y a des ombres en tant que mort, des morts, il y a quand même la marge de sens différente et la variation de l'ombre et des ombres. Mais est-ce que tu peux ajouter un petit peu, parler de l'ombre et de Tanizaki, puisque tu cites aussi l'éloge de l'ombre? Oui, c'est une très belle question, mais dans ce cas-là, Midori, il faut peut-être dire qu'il y a 2 sortes d'ombres. Il y a une ombre romaine, une ombre, comment dire, aussi gréco-romaine, disons. C'est ainsi que se nommaient les morts. Et c'est dans le lieu de l'enfer, là où après la vie, comment dire, on ne devient plus que l'ombre de soi, et on se traîne, on erre, c'est les ombres errantes de Couperin, en effet. Même si la très belle musique, c'est une des plus tristes musiques qui ait été composée en France, que les ombres errantes de Couperin, toujours atrocement mal jouées,
Tu as joué aussi au Japon? Oui, je l'ai joué au Japon, errantes. mais je l'ai Oui. joué bien. Non, je veux dire par là, c'est pas que je joue bien. D'ailleurs, c'est pas un violoniste qui a le droit de jouer au piano les ombres errantes. Bon, même sur un Bechstein magnifique qu'il y avait à Nagasaki, qui avait précédé l'explosion de la bombe, qui lui avait survécu, le piano. Non, bon, François Couperin, sur cette musique, vous connaissez peut-être pas, mais c'est une merveilleuse musique, avait noté simplement le mouvement de cette musique languissamment. Languissamment, la langueur pour la démarche, c'est plus encore qu'adagio, que ça veut dire une extrême lenteur. Je me souviens d'un paysan en Ariège qui, pour aller dans la ferme où vivait mon père, disait non, on ne prend pas la côte. C'est beaucoup plus court, mais c'est languissant. Languissant, ça veut dire qu'il faut marcher extrêmement lentement, comme les ombres errantes, en effet, de Couperin aux enfers, les pieds pris par la boue, pris par la douleur aussi, la mort. Et donc, c'est une pièce qu'il faut jouer avec une lenteur que réclame Couperin. Malheureusement, les brillants virtuoses au clavecin foncent à toute allure, comme s'ils conduisaient une voiture de course. C'est là où ça n'est pas de... Et je me souviens en effet qu'on l'avait fait 2 fois, parce que je trouvais que Madame Akata le jouait très orné, très très bien, mais un peu rapide. Et moi, je voulais montrer l'extrême lenteur de cette musique qui... Bon, ça, c'est des ombres romaines. C'est la pénombre, c'est la pénombre d'après la vie. Dans le très très beau texte de Tanizaki, Éloge de l'ombre, il parle de l'ombre d'où on provient, avec une scène d'ailleurs très 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 belle, où il rappelle la peur qu'avait sa mère d'aller, restituer, dans l'aube son ordure, parce qu'elle avait peur de tomber dans le trou des toilettes, et c'est cette ombre-là qui anime. Alors cette ombre-là me passionne d'une part, si vous voulez, parce que c'est une part plus maudite, c'est une part sale, c'est une part obscure, sordidissime de Tanizaki. Nous venons de l'ombre. Nous avons vécu pendant 9 mois dans quelque chose qui n'était pas la lumière, qui n'était pas le souffle. C'est cette précédence-là que j'ai pu retrouver dans ce que Tanizaki a pu tenter dans l'éloge de l'ombre. C'est une ombre qui, en effet, est politique, parce qu'elle n'est pas propre, elle n'est pas symbolique, elle est restée sauvage. Mais c'est une ombre qui nous précède et qui nous baigne. Mais ça n'est pas l'ombre de la mort. C'est pour ça que je dis qu'il y a 2 ombres. Celle de Tanizaki, qui est plutôt la mienne, et celle des Romains et des Grecs, qui est celle d'après la vie. Mais je ne pense pas que il y ait un monde après la vie. Donc, ce n'est pas l'ombre vers laquelle je me dirige. Merci beaucoup. En effet, parce que toi, tu as écrit un chapitre dans Les Ombres errantes intitulé justement L'ombre. C'est un chapitre consacré à Tanizaki. Et tu dis, je peux lire le passage? Oui. Tu peux lire? Je peux lire peut-être? Oui. Donc tu as écrit, en 1933, Tanizaki publia un court texte où il disait qu'il regrettait l'ombre. Je pense que ces pages comptent parmi les plus belles de tout ce qui fut écrit dans les différentes sociétés qui surgirent au cours des temps, sociétés qui ont fragmenté les différentes langues naturelles dans l'histoire générale de ce monde. Donc, c'est un texte qui compte peut-être... Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Parce que je vois que ça ne va pas être mentionné. Oui. Il y a pour moi, le plus grand poète japonais, c'est Basho. Et depuis une dizaine d'années, d'ailleurs, j'ai vu Marie Vial là, elle le sait, depuis une dizaine d'années, je fais des tournées un peu. Ce n'est pas pour mener une vie sociale intense, parce que je n'aime pas la vie sociale, c'est pour tourner, c'est pour voyager. Ça me permet comme ça, j'avais commencé avec une japonaise,
pour Carlotta Ikeda. Nous avons fait une tournée mondiale, d'ailleurs, puisqu'on est allé jusqu'à Saint-Pétersbourg, au Japon, bien sûr. Bon. J'aime, comment dire, Bachot disait que la voix, ce n'était pas la voix bouddhiste ni rien, c'était le voyage lui-même. Et je pense tout à coup à lui, parce qu'il y a 2 ou 3 poèmes particulièrement émouvants sur la pénombre d'avant l'origine, c'est-à-dire la pénombre maternelle, où il va même jusqu'à, comment dire, sur la tombe de sa mère, évoquer dans un court poème haïku, je ne sais pas comment on prononce. Haïku. Le dépôt comment on appelle ça, du tube ombilical, du tuyau ombilical qui le rattachait à sa mère. C'est très curieux comme... Et là aussi, vous sentez combien m'émeut ce mélange d'archaïque et de moderne, ce qui me plaît tellement dans cette littérature, que l'on peut retrouver simplement, je crois. Il y a une proximité très grande dans le monde romain et dans le monde japonais, qui est le fait de ne s'être jamais cru originaire, ni dans leur langue, ni dans leur dieu, d'avoir subi les Romains, les Grecs qui les précédaient, les Japonais, le monde chinois, qui quand même a énormément compté pour les Japonais aussi, dans leur littérature. Et voilà, c'est le... Bon, ces textes, comment dire, 2 ans après la mort de sa mère, du moine Bachot arrivant avec sa mule pour présenter le souvenir de son nombril, c'est extraordinaire. Il faut que je cherche ce haïku, je ne connaissais pas. J'ai un peu honte. Mais comme tu as parlé de la ressemblance, je ne sais pas, de la similitude, je ne sais pas comment on dit, la proximité entre l'ancien Japon et l'ancienne Rome. J'aimerais bien enchaîner donc à une autre question. D'accord, très bien. Justement parce que je voulais te poser cette question. Alors ça fait un moment que j'y songe en lisant ton texte. Et la première fois que j'ai été interpellée par cette relation entre l'ancien Japon et la Rome ancienne, c'était lorsque j'ai lu la préface de Albicus, de ton œuvre parue en 1990, je crois. Voilà. Donc voilà. J'ai préparé mon diapositive, donc je lis. Alors c'était le passage, tu fais une comparaison tu rapproches des 2 civilisations. En juin 1989, j'étais seule et j'étais là. J'ai noté 60 de ces pages assis sur un banc de bois, parmi d'énormes corbeaux funéraires, sur le rempart du Japon impérial à Tokyo. Il y avait une petite tortue dans les tons en contrebas des remparts qui tendait sa tête hors de l'eau, en s'approchant de piliers de bois près de la rive. La tête laissée après elle un sillage. Sans cesse, la masse de son corps l'entraînait vers le fond. J'ai regardé la tête verte, âgée, implacable et cailleuse. Je me suis dit, tiens, c'est Auguste. Ça allait de soi, maintenant j'en suis plus surpris. Le pays où on retire ses chaussures pour manger m'a enseveli dans une Rome imaginaire plus vivante et plus irriguée de sang que les visages de bons zen avec qui j'étais venue m'entretenir. Je pense qu'en 1988, c'était l'année où tu étais venue pour la première fois au Japon, n'est-ce pas? Oui, enfin, c'était le moment où tu as été invité peut-être par l'ambassade, par l'Institut, et pour visiter la tombe, bien pour... Voilà, c'est ça. Pour retrouver la trace de l'un de tes maîtres, Yoshida Kenko, alias Abe Kenko. Donc, je crois que c'était à ce moment-là que tu avais écrit ce texte. Que j'explique pourquoi le moine Kenko est très important pour moi. D'une part, c'est un solitaire, c'est un moine, c'est quelqu'un qui s'est isolé complètement. Et j'aime beaucoup ces figures, comment dire, un peu asociales, un peu apolices, comme disait Platon. Mais donc, je le vénère pour ça.
J'ai été très triste d'ailleurs parce que le moine qui s'occupait de son sanctuaire était tout à fait abominable. Il regardait la télévision, il avait une énorme voiture américaine devant. Il ne s'occupait pas du jardin et je lui ai dit, mais quand même, il y a des canettes de bière, c'est pas très propre, le jardin du moine Kenko, ça n'est pas ça. Il m'a dit, phrase admirable de taoïste, mais que je trouve honteuse quand même, il m'a dit, la nature, c'est jardiner toute seule. Alors que c'était vraiment... Bon. Mais non, le moine Kenko a écrit dans les heures, ce livre qu'il a intitulé Les heures, une phrase qui fonde complètement qui a bouleversé ma pensée, c'est « le commencement ne cesse pas ». C'est-à-dire que tout est sans cesse commencement. Et cette pensée du moine Kenko, je voulais aller saluer l'abbé Kenko dans son sanctuaire, je l'ai fait dans les bouteilles de bière. Donc c'était pour rencontrer l'ombre de Kenko que tu es allé pour la première fois au Japon. Voilà, donc je reviens à ce passage-là, puisque en fait je fais un lien entre le Rome, voilà, l'ancien Japon et la Rome ancienne. Et après, en fait, tu m'avais dit que il existait deux peuples végétaux dans le monde. C'était le peuple japonais et le peuple romain. Est-ce que tu peux t'expliquer un petit peu plus le rapport entre ces deux civilisations ? Oh, c'est beaucoup trop vaste, Midori, pour que je puisse évoquer ce problème. Je peux simplement dire, dans le monde romain, le nom secret de Rome, de Roma, c'était Flora. La déesse vraiment des Romains secrète, c'était le fait de cette végétation qui peut pousser. Chaque, comment dire, atrium, chaque maison romaine était, comment dire, le lieu où se concentrait un jardin. Dans le monde japonais, c'est une autre chose très mystérieuse aussi. Ce sont, comment dire, non seulement cette vénération de la nature par le shintoïsme, mais c'est le fait de constituer cette miniaturisation de la nature sous le ferme de ces jardins et de ces arbres et de ces minuscules. Je ne sais pas comment on dit en japonais. Les petits arbres, les petits arbustes. Je crois que ça s'appelle tsuboniwa. Ah ouais. C'est le jardin en miniature. Voilà. C'est pour admirer vraiment, voilà, un coup d'œil la nature tout entière. Tout est là, concentré. Ouais, c'est ça. Voilà. Flora, ça fait ces deux civilisations qui sont mais vous, à part Épicure, par exemple, c'est pas dans ce sens-là, il n'y a pas de jardin en Grèce. C'est pas un thème grec du tout. C'est vraiment les Romains et c'est vraiment les Japonais qui des jardins très différents des jardins chinois de pierre. Bon, on va pas se lancer, voilà. C'est vrai, des fois, c'est vrai qu'avec comment dire, le zen, on fait le jardin sans arbres, sans rien, avec uniquement avec du sable et des pierres. Ça donc. Mais je crois que c'est plutôt dans ce cas-là l'archipel lui-même qui est représenté. Ce sont toutes les îles. Ce sont toutes les îles. C'est le monde. Un peu comme font, comment dire, les dessins et les peintures des Australiens qui rêvent, comment dire, leur territoire sous forme de peinture. Oui, c'est ça. En fait, dans un petit livre que tu as écrit, après ton 3e séjour au Japon en 2013, je crois, une journée de bonheur, tu rapproches le fameux vers d'Horace, Carpe Diem, de l'art floral japonais, Ikebana. Est-ce que c'est aussi dans le même sens d'admirer les fleurs de la nature? Oui, non, Midori, oui. Je pensais, en t'écoutant, non, je ne sais pas. Parce que c'est un peu différent dans la mesure où c'est une branche qui est coupée dans le monde japonais, une branche latérale qui est coupée et qui est mise verticalement au centre de la maison, accompagnée d'une image ou d'un... C'est d'ailleurs comme ça, lorsqu'on est baptisé d'amitié dans le monde japonais, ça m'est arrivé une fois seulement, dans la cérémonie, comment dire, où on se baisse,
on est reçu, comment dire, pour les cérémonies du thé, qu'on devient, dans ce cas-là, ami à vie et à mort de celui qui vous... Il est dressé, une branche, avec la fleur correspond. Tu vois, tu as dit tout à l'heure, bon, pardonnez-moi, je fais des courts-circuits, que je ne citais jamais. Je crois qu'il y a une œuvre d'auteur contemporain. Et je pense que j'ai cité, surtout pour le dernier livre que j'ai fait, plusieurs fois, Madame Ibana. Madame Ibala? Tu ne connais pas? Ibala? Mais Ibana. Ouais, je ne me trompe pas. Attendez. Peut-être il y a un trou dans ma connaissance. Dans ta connaissance. Ouais. Vas-y. Pourtant, j'ai lu ces heures heureuses. Pardon. Inaba. Inaba. Madame Inaba. C'est une poétesse? Non, elle était plus jeune que moi, mais elle est morte. Non, on m'avait présenté. C'est une œuvre que j'admire énormément et qui a beaucoup compté sur moi. Je fais juste cette parenthèse parce que ça correspond à ce que tu voulais dire sur les fleurs et sur les ikebana et sur. Il y a des vieux livres. Nous avons, nous, les livres d'heures où les saisons, comment dire, la roue des saisons est montrée de façon souvent mensuelle. Il y a 12 figures, d'admirables livres et miniatures de la fin du Moyen-Âge. Il y a eu au XIXe siècle des très beaux livres aussi, ça n'existe plus malheureusement, qui étaient les almanachs. Je ne sais pas si on prononce, je crois qu'il faut dire almanach, il ne faut pas dire almanach en français, mais enfin peu importe. Par lesquels on savait l'horaire des marées, de pression, à quel moment il faut planter ceci, à quel moment il faut couper cela, à quel moment. Et l'œuvre de Madame Inaba est constituée sur des saisonniers japonais qui sont, ça veut dire qu'il y en a 24, je ne sais plus combien, parce que c'est tous les 15 jours. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Et avant qu'elle meure, c'est extraordinairement saisissant, je trouve. En mariant les plans, comment dire, les horaires des marées, les horaires sur le bord, au fond du Japon, hein, très loin, à 200 km de Tokyo, perdu, vivant seul, en mariant tous ces saisonniers, elle a pu, comment dire, vivre avec le poisson du jour, la fleur du jour, la marée du jour, l'instant du jour. Et elle s'est menée jusqu'à la mort avec c'est là du shintoïsme à un point, 1 degré. Et ça m'a beaucoup fasciné. C'est une façon de mourir qui vraiment n'est pas aller chez les ombres, mais qui est s'ouvrir complètement et s'échanger à la nature qu'on va redevenir. Voilà, ça a beaucoup compté pour moi. D'accord. Mais pour dire la vérité, c'est parce qu'elle avait écrit un livre précédent absolument génial sur la mort de son chat. D'accord, je regarderai. Hein. Il y avait un trou d'eau. Oui. Mais c'est vrai que ce que tu viens de dire, donc à travers cette écrivaine, donc Inaba-san, ça me fait penser à la mentalité de l'ancien japonais. De l'époque de Meiyō, donc c'est vers 7e siècle. En fait, il y a le mot, pour dire mourir en japonais, on dit shinu, donc ça se prononce shinu, mais en fait le mot shinu vient de shinavu, c'est-à-dire se faner. Donc je pense qu'à cette époque-là, les Japonais, enfin nos ancêtres japonais, vraiment s'identifiaient un peu aux plantes. Même au moment de mourir, ils pensent qu'ils meuraient comme une plante se fanait. Donc ça m'a fait penser à ça. Et j'aimerais bien, à propos de la comparaison entre deux civilisations, juste, peut-être une dernière question dans cette rubrique. Alors, c'est sur le printemps. Parce que tu m'as dit, tu as écrit quelque part que ce sont des hommes qui ont inventé le printemps. Les hommes qui ont inventé le printemps. Et il faut que je retrouve peut-être la citation précise.
J'étais complètement ivre ce jour. Ah, Ces jours-là, parce que d'accord, c'est la nature, n'ayez pas peur, qui a inventé le D'accord, printemps. d'accord. Mais sinon, Non, c'est le mot printemps, primum tempus. Voilà, c'est ça. Ah ouais. oui, non, le mot qui je- a un premier pas du temps, et que le premier pas du temps qui commence l'année se trouve être celui où comment dire, la nature sort de terre. Oui, ça c'est l'humanité qui en a fait le premier pas du temps, le printemps au sens primum tempus. Oui. Oui, je comprends. Mais sans ça, Dieu merci, le printemps est quelque chose qui nous vient. C'est même le grand Dieu de la terre. Oui. J'ai retrouvé la citation. Est-ce que je peux la lire? Après, tu me dis si tu étais ivre à ce moment-là ou pas. Bon, donc tu as écrit, hein. Il y a sur toute face animale quelque chose d'âgé, un air de jadis. Le temps comme printemps, les hommes l'ont inventé. Et tu as écrit d'ailleurs aussi ailleurs sur le Japon. L'ancienne pensée japonaise est le contraire du bouddhisme indien. Ce n'est pas le néant qui hante l'univers, mais c'est la vie neuve qui résiste, qui revisite une fois l'an la surface de la Terre et l'espace intermédiaire qui est situé entre le Soleil et l'humanité. Là, tu te reconnais? Oui, je reconnais tout. Là. D'accord. Mais c'est bien le mot printemps. Là, tu vois, c'est une erreur qu'il y a. Je parle des corbeaux funéraires. Non, c'est moi qui fais l'erreur. Les corbeaux sont très funéraires à Rome, avec leurs cris crasse. Il y en a beaucoup à Tokyo aussi. Hein. Oui, mais ils sont solaires à Tokyo. Oui. C'est la tâche du soleil. Donc, erreur. Mais moi, c'est des erreurs de moi, pas des erreurs de Midori Ogawa. Donc, peut-être le printemps, pour revenir aux deux peuples, donc peuple japonais et peuple romain, peut-être pour eux, le printemps était le moment le plus important par rapport à d'autres civilisations. Est-ce que tu es d'accord ou tu as une autre idée sur la notion de la saison? Parce que chez nous, au Japon, 4 saisons sont très importantes. Mais en te lisant, j'ai l'impression qu'en fait, chez les anciens Romains, le printemps était l'unique saison importante. Et après, c'était la suite. Pour les Romains, c'est sûr. Ouais. Les Floralies, c'était le début de la guerre. Les Floralies, oui. Non, j'ai l'air d'hésiter pour une raison simple, c'est que je ne sais pas, au fond de moi, ce qui me paraît de plus grand entre l'aube dans le jour ou bien le printemps dans l'année. C'est pour ça que j'hésitais, je ne sais pas. Je pense que le premier pas sur le pas du printemps, ce serait quand même l'aube chaque jour. C'est ma seule religion, on n'a pas le droit de rater l'aube. Merci Pascal. Alors on a passé de l'ombre à l'aube, c'est très bien, on suit le cours du temps, n'est-ce pas? Alors donc peut-être, si tu veux, je vais passer à ma 4e question, mais j'ai sauté la 2e, mais voilà. Oui, peut-être ce sera ma dernière. Est-ce que tu es d'accord sur qu'on parle de Konjaku Monogatari Shu? Oui. Bon, alors, donc toi, Pascal, dans ton dernier royaume, tu cites des contes. D'ailleurs, tu es collectionneur du conte du monde entier et tu cites beaucoup de contes. Je ne sais pas, en fait, je nomme par exemple contes français, allemands, grecs, romains, des pays nordiques, indiens, chinois, tahitiens, d'Inuits, amérindiens, coréens, japonais, autres. Et pour le Japon, tu as une préférence pour le conte de Konjaku, n'est-ce pas, le conte de maintenant et de jadis. Il y a plusieurs façons de traduire. Hein. Konjaku. Konjaku, comme c'est maintenant, et jaku, c'est jadis. Ouais. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, parmi plein de contes du monde, quelle est la place pour toi dans ton œuvre de Konjaku Monogatari Shu? Non, c'est un problème qui touche à l'origine de la littérature. Chez les animaux,
et chez les hommes, tout de façon très mystérieuse, est arrivé le rêve dans leur tête. Ça, si vous vivez avec des chats ou avec des chevaux, là, vous savez bien qu'ils rêvent. Ou les oiseaux aussi rêvent. Bon. Qu'est-ce que c'est que le rêve? C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est quelque chose du jour qui se dédouble et qui revient la nuit. Il y a donc déjà quelque chose dans le cerveau qui se dédouble sous forme d'image. Ça, c'est partagé par tous les animaux et nous. Arrive, et là, dans le langage, arrive quelque chose qui est peut-être l'aube de la narration. Et l'aube de la narration, dans ce cas-là, c'est le récit de rêve, ou bien de segment en segment, ces petites sessions de segments ou d'images, qui sont les contes. Donc les contes sont dans mon esprit, mais je pense en vérité, une forme narrative pré-littéraire. Et j'y puise comme à l'origine. C'est pour ça que je suis en effet un écrivain hanté par tous les contes, ou par les anecdotes, par quelque chose, par tout ce qui... Ensuite, quand la langue est totalement acquise par l'enfant, souvent ce qu'on appelle l'âge de raison, lorsqu'elle est peuplée, etc., les contes se défont, le discours a pris le pas, le symbolique est là, et même les contes s'oublient, et les rêves, même parfois certains prétendent qu'ils ne rêvent pas. Enfin, ça est faux, bien sûr, mais c'est pas bon. Vous voyez un peu dans quelle généalogie j'essaie de penser ça. Alors, moi, vous savez, juste une parenthèse aussi à l'origine, le mot parole. Le mot parole que nous avons en français, je ne sais pas si tu le sais, mais ça vient des évangiles, ça vient d'un texte religieux, comment dire, où le Dieu parle en discours, et puis par moments, en grec, lancé à côté, parabolait, il lance des paraboles. Et les paraboles chrétiennes sont devenues des paroles dans la langue française. Ces petits pas à côté, ces petites anecdotes cruelles, ces petits contes, tout ce caractère originaire ou archaïque, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça n'est pas le discours, ça n'est pas les essais, ça n'est pas l'idéologie, c'est ce qui vient la rompre. Ce sont ces fragments qui la traversent, ces bouts de pulsion, comme tu disais tout à l'heure, qui peuvent, comment dire, impulsivement remonter et dire un peu de notre vérité au sein. C'est ça qui m'intéresse dans la littérature. Voilà. Donc, un livre comme donc, les évangiles, j'ai toujours trouvé ce texte absolument fabuleux, par les paraboles. Pour comprendre la peinture, comment dire, européenne, c'est la légende dorée, qui est une histoire uniquement, comment dire, d'anecdotes les plus cruelles possibles, surtout les martyrs chrétiens. Le livre fabuleusement beau, et dans le monde romain, c'est le livre le plus littéraire qui ait jamais été existé, une véritable splendeur, qui sont les Métamorphoses d'Ovide, où l'humanité elle-même se métamorphose d'animaux en plantes, en narcisses. C'est un texte très bouleversant, très très beau. Et le Konjaku Monogatari Shu, je ne sais pas comment il faut. Je ne sais pas comment on prononce bien sûr le japonais que je ne. Konjaku Monogatari Shu, voilà, oui, c'est correct. Comme vient de le dire très très bien Midori, est exactement il y a dans notre tradition aussi, si vous voulez, par exemple, il y a aussi au XVIIe siècle un auteur qui n'est pas considéré comme très littéraire, je trouve infiniment littéraire, et qui est allemand des Réaux, les historiettes. Les historiettes, ce sont comme ça des petites, une très grande crudité sexuelle. C'est quelque chose qui remonte comme ça, en grec, c'est le mot anecdotique, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être donné dans la dot elle-même, ce qui ne peut pas être dit. C'est ce côté censuré donc, qui m'intéresse le plus. Voilà. Merci beaucoup. En fait, avant de passer le micro peut-être à l'audience, juste ajouter, parce que en fait, c'est vrai qu'il y a le plaisir de lire des contes, parce que ça nous emmène vraiment, voilà, dans un ton avant
le langage à travers. Enfin, pourtant, on lit des contes écrits, donc à travers le langage. Et donc, non seulement de lire donc des contes, toi tu écris et transcris, et des fois tu transformes avec audace les contes, parce que bon, c'est vrai que quand je fais la traduction de ton œuvre, des fois j'ai du mal à retrouver la source. Non, c'est vrai, vraiment, parce que il y a des fois, parce que c'est tellement modifié, enfin, je veux dire, mais ça fait aussi le plaisir de réécrire, peut-être. Ouais. Non, mais tu sais, il y a là une énorme tricherie, même dans les milieux les plus scientifiques. Georges Dumézil, Claude Lévi-Strauss, je lui ai dit d'ailleurs, il le reconnaissait finalement, faisait semblant d'être des grands savants, mais ils écrivaient leurs contes, et c'était Jean de La Fontaine. Donc je ne fais pas différemment que Claude Lévi-Strauss ou que Georges Dumézil. Tu vois, l'autre côté que tu ne dis pas sur le conte. J'en ai apporté un là que je vais vous lire. Ça, comme ça, il est inédit, il est magnifique. Je l'ai écrit il y a 3 jours, donc il m'amuse beaucoup. Bon. C'est que une fois qu'on l'a lu, une fois qu'on l'a vu, cette suite d'images, on ne sait pas quoi en faire. Ça persiste, mais c'est beaucoup plus riche qu'un discours. Comment dire, le caractère, la signification est beaucoup plus vaste et inattendue. Bon, j'y vais, puis après on laisse parler. Je ne pouvais pas te voir sans te faire un cadeau. Un bref cadeau. Eh ben, je ne sais pas si je l'ai pris. Si, voilà. Un quart de page. Ça ne va pas être très long. Rosemary Brown. La sœur de Henry Bergson était médium à Londres. Rosemary Dixon Brown a connu le succès en jouant des œuvres inédites que Franz Liszt et Franz Schubert lui adressaient depuis l'au-delà. C'est en 1923, à Londres, alors qu'elle était une petite fille, âgée de 7 ans, que l'abbé Liszt, tout vêtu de noir, lui apparut au pied de son lit. Grand, mince, le visage émacié d'un saint, les cheveux longs et blancs, le grand virtuose mort, lui dit doucement qu'il reviendrait un jour. Il précisa qu'il reviendrait à la condition qu'elle apprenne le piano. En pleine guerre, elle obtint de son père, c'est une histoire vraie en plus, un peu aberrant, un peu améliorée. En pleine guerre, elle obtint de son père le piano préféré de Liszt, un Bechstein. Elle devint une virtuose. Quand elle eut atteint l'âge de 40 ans, c'est-à-dire quand sa mère mourut, Liszt revint. Il ne dit pas un mot, il s'assit sur la banquette auprès d'elle. Tout à coup, elle sent qu'elle ne dirige plus ses doigts. Elle interprète une pièce inconnue. C'est le plus souvent au crépuscule, dans le noir, dans l'ombre, quand elle n'allume pas la lampe, que le génie revient. Parfois, Franz Schubert l'accompagne et il lui confie à son tour une pièce qu'il n'a pas eu le temps de créer quand il était vivant. « Pourquoi venez-vous ici » demande-t-elle à ses fantômes. « Pourquoi revenez-vous dans ma vieille maison de Londres, alors que j'y suis seul désormais, alors que tant de temps est passé ?»« Parce que vous êtes seul. »« Pourquoi » demande-t-elle plus bas encore. « Parce que vous êtes malheureuse. » Je me sens extraordinairement proche de Rosemary Dixon Brown. C'est super. En fait, ça résume tout à fait notre conversation sur l'ombre et les ombres et le temps.
Je dois dire que j'ai écouté un peu les musiques que lui envoyaient, comment dire, Liszt et Schubert. C'est pas extraordinaire. Alors merci d'être venu et merci de nous avoir écoutés. Merci Pascal Quignard. Merci beaucoup.